Yo tout le monde, bienvenue dans ce 12e épisode du podcast In EOD Mind. Au programme, la rubrique des news des 2 dernières semaines. Ensuite, pour le débat, on s'intéressera à God Valley, l'événement en général. Enfin, pour terminer, on reviendra sur le dernier chapitre de Jiji Kamojo. Du coup, ne perdons pas plus de temps et passons directement aux news de la semaine, après le générique. On débute cette rubrique avec la sortie d'un nouveau trailer de l'épisode spécial de 1 heure d'Undead Unluck. Cet épisode est prévu pour Noël, il en retracera notamment l'arc Winter du manga. On poursuit avec un autre trailer de film d'animation, produit par ARVO Animation, à savoir L'Étoile de Paris en fleurs. Comme son titre l'indique, l'histoire prend place dans la ville des Lumières au XXe siècle, où on suit deux amies japonaises, Fujiko et Shizuru, qui vont se rendre à Paris afin de concrétiser leurs rêves. La première rêve de devenir peintre, tandis que la seconde veut s'imposer dans le monde du ballet. Ce dernier, le film est réalisé par Goro Taniguchi, qui a réalisé notamment One Piece Red, qui a aussi travaillé sur Code Geass. Le film est prévu normalement pour le 13 mars au Japon. Pour rester sur les films d'animation, des classiques du studio Ghibli seront bientôt disponibles gratuitement à partir du 6 décembre sur France TV. Ils seront ajoutés au catalogue progressivement. Au total, ce sont 11 films que petits et grands pourront découvrir. Des films cultes tels que Mon voisin Totoro, Princesse Mononosuke, Le château ambulant, Le voyage de Shiro ou encore Le garçon et le héron. Du côté des sorties de manga, on a appris que le manga Crow et sa suite Worst va avoir droit à une suite elle aussi, qui va se dérouler normalement juste après Worst. L'univers des Crows est connu justement pour avoir un univers vaste avec de nombreux spin-offs de qualité. Cette fois-ci donc on aura vraiment une suite directe à Worst. Elle sera directement dessinée par Hiroshi Takahashi, qui est le créateur des deux mangas. Maintenant, on n'a pas plus d'informations, donc à savoir si cette suite se déroule vraiment quelques temps après que le personnage principal de Worst ait terminé sa terminale, ou bien si cette suite se déroule, on va dire, quelques années après l'exploit réalisé par le personnage principal de Worst. Pour ceux qui ont suivi, il a réalisé on va dire quelque chose d'exceptionnel. J'ai pas trop envie de spoil. En tout cas, pour avoir la réponse à ces questions, il faudra attendre le 13 janvier 2026, en tout cas au Japon, vu que le premier chapitre de cette suite sera publié dans le magazine Young Champion. Et pour ceux qui veulent découvrir l'univers de ce dernier, on a le droit à une nouvelle édition du manga Crow du côté de chez Kana. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis. Et le 4e tome est sorti ce vendredi 28 novembre. Toujours concernant les sorties librairies, le manga comique Mi et Roboko aura droit à une sortie française. Ce dernier sera édité du côté de Mangetsu. Ici, dans ce manga de Shuei Miyazaki, on suit Bondo, un garçon ordinaire vivant dans un monde où tous les foyers possèdent des order maids, c'est-à-dire des robots domestiques parfaits. Un jour, il va recevoir sa propre mail Roboko du coup, mais cette dernière, elle est maladroite, surpuissante et totalement imprévisible. Et du coup, ces différentes interventions un peu burlesques vont chambouler un peu le quotidien de Bondo et ses amis, ce qui crée un peu des situations toujours comiques et farfelues. Le manga, étant donné qu'il est basé sur l'humour, il parodie de nombreuses œuvres de la pop culture, surtout du Jump, notamment via ses couvertures de tomes qui reprennent des classiques du Shonen Jump. En tout cas, du côté de la France, pour découvrir ces aventures-là de ce petit Bondo avec sa maid, vous devrez attendre le 1er avril 2026. Du coup, c'est ainsi que cette rubrique news se termine. On passe maintenant à la rubrique débat. On va s'intéresser plus en détail à l'événement que fut God Valley dans One Piece. Alors, comme beaucoup de fans de One Piece, j'attendais beaucoup God Valley, surtout comment il a été teasé. On a eu des bribes par différents personnages, que ce soit d'abord par Sengoku, ensuite avec le flashback de Kuma, et maintenant via le flashback de Loki qui s'est transformé en flashback de Québec. Mais bref, pour rentrer directement dans le fil du sujet, qu'est-ce que j'ai pensé de l'événement en général? En soi, je trouve que l'objectif est réussi de faire en sorte que qu'il y a un avant et après God Valley, qui vraiment il a eu un impact sur l'univers de One Piece, dans le sens où God Valley, on voit que ça a eu un impact primordial sur 2 personnages qui sont clés, à savoir Garp, parce que justement le fait de voir Im-sama, etc., lui,
ça l'a poussé à rester dans la marine, mais justement pour faire en sorte que la marine ne soit pas une organisation complètement au service des dragons célestes et de Im-Sama. Et un autre personnage chez Dragon justement qui est devenu le personnage le plus... c'est le criminel le plus recherché du monde de One Piece. Et justement, contrairement aux autres, c'est lui qui vraiment cherche à amener la paix dans le monde de One Piece. Donc forcément, même si je pensais que moi ça allait impacter un peu plus de personnages du style Roger ou même Barbe Blanche, pour moi, même si ça impacte que ces deux personnages qui sont Dragon et Garp, quand même ça reste un événement marquant parce que ça impacte pas n'importe quel personnage, parce que on voit les actions de Dragon, c'est pas n'importe qui, et Garp aussi reste quand même un personnage important vu la stature qu'il a dans la marine. Donc pour moi que ces deux personnages aient été impactés, pour moi ça remplit les cases. Et surtout je pense aussi que, même si certains étaient un peu déçus du fait que la discussion entre Dragon et Garp soit aussi bref entre guillemets, je pense qu'on va plus l'approfondir, que ce soit avec Dragon, ou bien même si on a un retour sur Garp par rapport au fait comme il est emprisonné et qu'en plus il est avec la fille de Big Mom là, comment elle s'appelle, je crois, j'ai oublié son nom, même elle peut choper les mémoires, donc peut-être on pourra avoir une suite de ça. Donc moi je me dis que ces questions-là entre Dragon et Garp vont être encore un peu plus approfondies, justement quand on fera un focus sur l'un des deux personnages. Après, même si en soi l'événement de God Valley m'a entre guillemets satisfait, je trouve que sur l'exécution, il y a pas mal de choses que je trouve un peu audace et foirées. Par exemple, même si d'un côté je comprends que la mort de Xebec elle soit pas épique, vu qu'entre guillemets c'est contrairement à d'autres personnages qui ont réussi à rassembler un équipage qui les suit jusqu'au bout, lui il a pas réussi à faire ça. En fait il était plus dans le... c'était quelqu'un de... Même s'il était entouré, c'était quelqu'un de solitaire, parce que même la chose qui l'importait le plus, c'est-à-dire sa famille, parce que c'est pour ça qu'il va à God Valley, c'est vraiment pour sa famille. Tu vois, il l'a dit à personne à part Harald. Donc on voit bien qu'il n'avait pas non plus une confiance maximale en son équipage, et que surtout comme on voit avec la conversation avec Loki, que finalement il avait pour but de dominer le monde, quoi. Il avait pas un but noble entre guillemets. Donc je pense que c'est un peu logique qu'il ait un peu une fin à la Kaido, parce que même si au fond c'est pas une mauvaise personne, mais il avait quand même un objectif entre guillemets mauvais, et surtout il a pas réussi, un peu comme Kaido aussi. La plupart des personnes qu'il a rassemblées pour son équipage, il les a pas rassemblées pour des bonnes raisons un peu entre guillemets. C'était par exemple Kaido, lui c'était plus par la crainte, la peur. La seule personne vraiment qui suit Kaido pour sa personne, c'est King. Et alors que Xebec, il y a vraiment entre guillemets personne qui le suit pour sa personne. Il le suit plus par intérêt, on le voit durant God Valley, parce que tout le monde s'est trahi à part quelques personnages. Mais sinon tout le monde s'est trahi, donc pour moi ça me choque pas qu'il ait à peu près une fin un peu comme pas épique comme Kaido, qui justement, vu qu'il a pas réussi à remplir ses objectifs, et qu'en plus ses objectifs ils étaient mauvais entre guillemets, c'est normal qu'il ait une fin un peu entre guillemets pathétique. Après, le seul truc qui me dérange dans comment il est mort, c'est le fait que au final il a retrouvé ses esprits avec le Haki des Rois. Mais la question que je me pose, c'est si vraiment c'est le Haki des Rois qui fait en sorte que on peut être vaincu du Domorivershi. Je me dis, mais pourquoi de lui-même entre guillemets il a pas pu contrer ça? Parce que je pense que Harald, avec que ce soit Roger ou Garp, ils sont du même niveau au niveau du Haki des Rois à ce moment-là. Donc je trouve que le Domorivershi il commence à poser un vrai problème, parce que faudrait savoir ça va être quoi les limites en fait. Parce que si c'est vraiment que le Haki, je comprends pas pourquoi un mec comme Xebec s'est fait avoir en fait. Si c'est vraiment basé que sur la volonté même, et le Haki c'est un pouvoir basé sur la volonté, si vraiment on se base que sur la volonté, etc., pourquoi Xebec s'est fait contrôler par Im-Sama? Donc ça c'est à voir les limites que Oda va placer au Domorivershi, mais
Si selon les théories qui circulent que c'est juste parce qu'il était sur son île natale, je trouverais ça un peu bof. Mais ouais, à voir. Et après aussi, ce qui m'a dérangé, c'est que même si je disais que l'équipage de Québec le soutenait pas, c'était pas un vrai équipage, contrairement à on peut voir à celui de Luffy ou Shanks. J'ai pas compris le traitement avec Barbe Blanche, surtout qu'au fait au final, tu vois que Barbe Blanche quand même il reste fidèle à Québec, mais au premier coup, dès qu'il est contrôlé par Im-sama, il se mange un coup Barbe Blanche et il revient plus. Tu vois, pour moi ça va pas avec le personnage qui est basé sur surtout qu'on sait qu'il est basé sur la famille, etc., et la loyauté. Je comprends pas pourquoi il est pas retourné en fait. Et surtout, je pense que Barbe Blanche de lui-même a compris qu'il y a un truc qui clochait, quoi. Je pense pas qu'il a pensé que c'était de la trahison, mais qu'il était contrôlé. Je pense qu'il l'a compris de lui-même. Et surtout, je pense que cet aspect-là, Barbe Blanche, il va le savoir que Québec était contrôlé vu qu'il est proche de Roger. Donc c'est pour ça, même si cet aspect-là de Barbe Blanche, le fait qu'il retourne pas voir Québec, ça m'a un peu déçu. Je pense que ce point-là, il va être atténué avec le flashback de Barbe Noire, parce que je me dis, peut-être c'est pour ça qu'il a recruté Barbe Noire. Je pense qu'il savait que c'était vu comment il se ressemble, c'est pas possible qu'il s'est pas rendu compte que c'était le fils de Québec. Donc je pense que peut-être c'est par rapport à ça, genre, peut-être il s'est dit j'avais une dette envers Québec, donc il a recruté Barbe Noire, et je pense qu'il a eu une discussion avec Barbe Noire et qu'il savait que son père c'était Québec, quoi. Donc après à voir comment ça va se dérouler dans le flashback de Barbe Noire, mais même si ça m'a déçu sur le coup, je pense que Oda va faire ça et que justement il va expliquer cette action là à travers le flashback de Barbe Noire, et justement que entre guillemets pour expier ses péchés, Barbe Blanche il va enfin c'est un peu dur comme phrase, mais genre entre guillemets comme il est pas retourné voir Québec, je pense c'est pour ça qu'il a accueilli Barbe Noire. Et aussi, autre point qui m'a un peu déçu, c'est Harald. Parce que je me disais que moi, vu qu'on sait que Harald, on savait que Harald il allait à un moment travailler avec le gouvernement, je pensais que justement il allait être impacté par la venue de Im-sama, mais au final on le voit pas, il est pas présent à God Valley. Donc je pensais que c'est ça qui allait clairement l'impacter, et justement le faire encore plus se soumettre au gouvernement mondial, par crainte justement de par exemple de l'utilisation d'une arme antique, ou bien même de la puissance de Im-sama. Et ça me fait penser à un autre point aussi qui est j'étais persuadé, après c'est moi j'ai basé des trucs, j'ai théorisé trop sur God Valley, mais je pensais qu'il allait avoir l'utilisation d'une arme antique, quoi. Que justement les personnes présentes à God Valley, en plus de Im-sama, allaient être témoins de la présence d'une arme antique, et ça allait vraiment les choquer. Or qu'au final, God Valley disparaît plus à cause de Québec, Roger et Garp, quoi. Leur affrontement, quoi. Ça a détruit l'île. Moi je pensais vraiment c'était une conséquence de la puissance de Im-sama ou d'une arme antique. Mais bref, moi je pensais que Harald allait voir ça, allait être témoin de la puissance de Im-sama, et c'est justement ce fait là qui allait le faire vraiment complètement basculer et se soumettre au gouvernement mondial. Au final c'est par autre chose par autre chose qui se soumet, mais plus par les péchés des géants qui étaient un peuple de barbares à la viking, genre. Et en fait, en soi, je peux comprendre les actions d'Harald, dans le sens où il veut faire en sorte de créer une paix entre les géants et le reste du monde, en essayant de pardonner les méfaits de ses ancêtres. Mais le problème, c'est que en fait le truc, c'est c'est comme on les a pas vraiment vus, nous lecteurs, ce que les géants ils ont fait. En fait on nous le dit juste, on ne le montre pas, et le fait qu'on le montre pas, ça fait que on comprend encore moins
la décision d'Harald. En fait, on voit que c'est bref, quoi. Par exemple, le début du flashback de Loki, on voit que Harald, c'était un géant basique, quoi, qui détruisait les bateaux, etc. parce que c'était un géant. Mais c'est trop bref ce qu'il nous a montré Oda. Je trouve qu'il aurait dû plus s'attarder sur le fait que... Enfin, montrer plus en détail les crimes qu'ont commis les géants. Juste dire qu'ils ont pillé des terres, je trouve que c'est pas assez pour que Harald soit à ce point-là obsédé par le fait de faire en sorte que les géants soient acceptés du monde. Je trouve qu'on aurait dû montrer plus de crimes, vraiment des crimes plus graves que juste même si c'est grave de piller des terres, etc. Mais de le montrer par certaines cases, ou bien, je sais pas, un géant en particulier, dire que ce géant-là c'était le pire des criminels, etc. Et que encore aujourd'hui sa légende est racontée par d'autres habitants du Nouveau Monde. Et justement créer encore un plus grand lore sur les géants et sur les crimes qu'ils ont commis. Or que là on en voit très peu, et c'est la base. Et vu que c'est la base qui fait que Harald fait en sorte de soumettre au gouvernement mondial, ça fait qu'on comprend pas très bien ses actions. On le voit plus comme un débile qui est prêt à tout, qui est prêt à tout et même faire n'importe quoi pour se soumettre. Même si ces raisons on peut les comprendre, on nous les montre pas assez pour vraiment bien les comprendre. Et je trouve ça c'est dommage. Après, à voir pour la suite, parce que là God Valley c'est terminé. Là on va se reconcentrer sur Harald et Loki. Donc à voir ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment Harald s'est fait Domo Reverti ou non, à voir. Qu'est-ce qui a poussé à la mort de Harald, parce que vu que c'était l'un des chevaliers divins qui s'est fait couper par comment il s'appelle, par Scooper Gaban, lui il disait que Harald avait commis une grave erreur. Donc à voir c'est quoi la grave erreur, vu qu'il s'est complètement soumis au gouvernement mondial. Est-ce qu'au final il s'est soumis au gouvernement mondial en tant que double agent, et qu'en fait son but c'était de détruire le gouvernement mondial de l'intérieur? Peut-être, mais pour l'instant ouais, je comprends les actions d'Harald entre guillemets, mais je trouve que comment elles sont justifiées, c'est mal emmené en fait. C'est mal emmené, c'est mal justifié. Et ce qui fait que les gens voient Harald comme un fragile qui trahit entre guillemets son pote. Du coup, pour globaliser, je dirais que au final, oui, God Valley a tenu ses promesses, parce qu'on voit qu'il y a eu un avant et un après. Mais je trouve que dans l'exécution, il y a des bémols qui fait que je pense que beaucoup de gens s'attendaient que God Valley soit limite du niveau de Marineford, mais au final, c'est pas de ce niveau-là. Ça reste quand même quelque chose de très bien. Il y a eu des moments épiques et tout, mais quand même, c'est pas le 10 sur 10 auquel on s'attendait. Après, peut-être à voir pour la suite. Moi, je pense que on n'a pas encore tout vu de God Valley. Je pense que ce soit surtout à travers Barbe Noire, je pense qu'on va revenir à God Valley et qu'on aura peut-être son point de vue. Même si c'était un nourrisson quoi, quand il y a eu God Valley. Je pense que vu qu'on sait que sa mère elle est pas morte durant God Valley, peut-être elle va lui raconter ce qui s'est passé à God Valley, et même que limite en tant que nourrisson, voir des démons et tout, peut-être ça va le traumatiser, et c'est peut-être ça qui fait que il dort pas la nuit le garçon. Mais moi je pense qu'on va revenir encore sur God Valley, vu comment Oda a emmené God Valley avec différentes bribes de différents personnages, d'avoir différents points de vue de différents personnages. Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir tout de God Valley, parce qu'en plus je trouve que l'intervention de Im-sama elle était vraiment bref en fait. Il y a eu très peu il y a eu une interaction avec Québec et c'est tout. Donc, et pourquoi aussi, tu vois, par exemple, pourquoi les dragons célestes? Parce que c'est les dragons célestes au final, le Shamrock qui non, c'est Garling, pardon. Shamrock c'est son fils, c'est Garling qui bute Québec, mais pourquoi ils ont pas tenté de buter Roger, Garp, tu vois? Ça aussi je trouve ça un peu
Je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Donc peut-être on aura des explications, ou peut-être on n'en aura jamais. Mais je trouve ça dommage que le gouvernement mondial et Imsama proposent de God Valley pour vraiment tout détruire toute menace, à savoir Roger, même Garp, etc. Parce qu'ils butent les marines. Pourquoi ils n'ont pas essayé de tuer tout le monde justement en utilisant l'arme antique? Donc bizarre, à voir après si Oda va le justifier ou non. Donc ouais, c'était on va dire c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur God Valley. Ce serait intéressant d'avoir justement vos retours sur God Valley. Est-ce que ça vous a déçu? Est-ce que ça vous a convenu? Qu'est-ce que vous pensez de la mort de Québec? Est-ce qu'elle est réussie ou non? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Du coup, c'est la fin de la rubrique du débat. On va tout de suite maintenant passer à la rubrique le chapitre de la semaine. Alors pour le chapitre de la semaine, on va revenir sur le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen Modulo. Ou je sais même plus, je crois que c'est... Bref, Modulo. JK Modulo, on va dire, c'est plus rapide. Alors, ceux qui ont écouté le précédent épisode du podcast savent que franchement, j'étais pas emballé par cette suite de JK. Franchement, je trouvais le début un peu mid. Mais je vais faire mon mea culpa. Je trouve que depuis le chapitre 8, depuis qu'on a vu les origines des Sumériens et pourquoi ils sont nés sur Terre, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'il a fait un truc que je voulais qu'il fasse au final, c'est de faire en sorte que le Dabra, les Sumériens, etc. soient pas juste tu vois, des méchants manichéens, mais que justement qu'ils aient un lourd passé, qui racontent quelque chose, quoi. Même le Dabra, au final, on voit que c'est pas juste un mec qui parle pas beaucoup et qui a du charisme, quoi. Non, tu sens qu'il a un sens de l'honneur, etc. Et franchement, là, depuis le chapitre 8, c'est vraiment intéressant. Et là, dans le dernier chapitre, on n'est pas loin de la guerre civile, j'ai envie de dire, parce que justement, les Sumériens qui sont venus sur Terre, je crois eux, c'est les Kailen, si je me trompe pas. Eux, en fait, on comprend que pour leur troisième œil, les fléaux, c'est des gens de leur espèce. Donc ils comprennent pas que en fait, ils revivent un peu ce qui s'est passé sur leur planète, voir des gens de leur peuple se faire massacrer. Donc forcément, ça les déplaît et ils veulent contrecarrer ça. Or qu'en fait, l'un des frères jumeaux, il leur explique qu'en fait, c'est pas des Sumériens, mais je pense que c'est leur troisième œil qui leur... de ce que si je comprends bien, hein, mais c'est leur troisième œil qui leur fait penser ça, en fait, qui leur fait divaguer, alors que pas du tout, mais ça va causer un problème parce que j'ai l'impression que plus les humains ils vont buter des fléaux et plus ils seront proches de la Terre, et plus il y a un risque que leur troisième œil s'active et que justement ils meurent. Donc c'est pour ça que je pense que la guerre civile est inévitable, surtout que, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que il y a un des agents du gouvernement japonais qui a tiré sur l'un des frères jumeaux, à voir s'il va mourir ou non. Mais en tout cas, je pense que ses jours ils sont comptés. Et forcément, le fait qu'il ait tiré dessus alors qu'il a fait aucun acte répréhensible, quoi. Je pense pas qu'il comptait utiliser son arme, etc. Ça a fait que le mec d'Abra il est venu. Et le mec d'Abra il a mis les humains face à leur faiblesse, quoi. Qu'il est vraiment trop fort. Et que là actuellement, je crois la seule solution c'est que de donner le Tokyo qui est peuplé de fléaux aux Sumériens. Mais est-ce qu'ils vont accepter ça? À voir. Là pour le moment le gouvernement japonais, pour éviter, s'il y a une guerre civile, pour faire en sorte que cette guerre civile soit... une guerre civile, qu'il y ait une guerre entre les Sumériens et les humains, pour éviter en sorte qu'ils perdent, ils veulent faire venir Yuji. Sauf que Yuji, il a disparu.
Et je trouve que c'était bien ça, de cet aspect-là de Yuji, de faire en sorte que, en fait, comme Gojo, il vit la malédiction du plus fort, mais c'est pas sous le même angle. Parce que Gojo, vu qu'il était trop fort, et que entre guillemets, même son meilleur ami qui était, entre guillemets, ils étaient du même niveau, au final, il l'a complètement surpassé. Ils n'arrivaient plus à se comprendre. Là, c'est pas que Yuji comprend pas les autres là qui fait qu'il est isolé du monde. C'est justement, vu qu'il est extrêmement puissant et qu'en plus il vieillit pas, c'est son empathie envers les autres qui fait qu'il s'isole des autres parce qu'il peut plus subir la mort, etc. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de faire en sorte que justement c'est plus l'empathie de Yuji qui l'isole du monde plutôt que vraiment sa force brute, etc. Mais il a, comme Gojo, cette malédiction qui entraîne le fait d'être le plus fort. Après, à voir si, pour moi, parce que là, la suite, dans les prochains chapitres, normalement, il y aura un duel entre Dabra et la petite fille de Yuta, Yuka. Je pense que Yuji va intervenir à un moment, c'est sûr et certain. Après, le problème, c'est, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il avait dit que ça faisait que 3 tomes. Donc, est-ce qu'il va intervenir là dès maintenant? Je n'arriverai pas à dire en chapitre si on est à la fin du premier tome ou si c'est déjà le début du deuxième tome. Donc à voir, mais je vois bien Yuji intervenir. Et après, vu la tournure que ça prend, je pense que l'affrontement entre les humains et les Sumériens est inévitable. Mais je pense que il y aura au final un traité, entre guillemets, un traité de paix. Et je pense que l'ennemi final, ce sera l'autre race de Sumériens qui est restée sur leur planète natale. Je pense que eux, ils vont faire le déplacement, ils vont venir sur Terre. Et je pense que ça va justement être une alliance entre les humains et les Kailan contre les autres Sumériens. Et je pense que ça va être un peu ça, la fin de Modulo. Ce sera une guerre entre les autres Sumériens qui étaient sur leur terre natale et qui vont venir attaquer les Kailan. Et les humains et les Kailan, eux, vont au final réussir à s'entendre, mais au détriment de quelques pertes. Je pense que il y aura vraiment un moment une guerre entre les deux clans, mais ils vont réussir à trouver la paix. Après, peut-être je me trompe, de toute façon on verra bien. De toute façon, là, la semaine prochaine, le chapitre il sort, donc à voir ce qui se passe. Du coup, c'est la fin de ce 12e épisode. J'espère que ce dernier vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit en commentaire sur YouTube ou à laisser un avis sur Spotify et Apple Podcast. Et moi, comme d'hab, je vous dis à dans 2 semaines. Sur ce, peace.